La Russie possède le meilleur système de défense aérienne au monde. Tellement efficace que des drones ukrainiens ont détruit 40 avions russes en une seule journée. L'Ukraine a nommé cela l'opération Toile d'araignée, revendiquant plus de 100 attaques de drones contre des cibles militaires russes. Les médias ont qualifié cette attaque sans précédent contre la Russie d'audacieuse et d'extraordinaire. Et n'oubliez pas, nous ne parlons que d'une seule opération. L'Ukraine a frappé à plusieurs reprises à l'intérieur du territoire russe, avec certains cas où elle a même détruit le S-400 lui-même. Alors que beaucoup sous-estiment maintenant la capacité du S-400, la réalité est tout autre. C'est le même système que la Turquie a acheté à la Russie, bien qu'étant membre de l'OTAN. Même la Chine et l'Inde ont déployé des S-400. Alors, si les systèmes de défense aérienne russes sont si puissants, comment l'Ukraine a-t-elle réussi à les battre à leur propre jeu? L'histoire débute avec le conflit russo-ukrainien. Des missiles, des drones, des avions et toutes les armes imaginables étaient utilisées. La Russie semblait parfois gagner, mais l'Ukraine leur faisait aussi regretter chaque avancée. La guerre a oscillé comme un pendule, jusqu'à ce que le 1er juin change tout. C'est ce jour-là que l'opération Toile d'araignée de l'Ukraine a secoué le monde entier. C'était une offensive massive et coordonnée de frappes de drones ukrainiens contre la Russie. Elle a frappé des bases aériennes russes, cruciales comme ces 4-là. Et c'était si intense que près d'un tiers de la flotte de frappe à longue portée de la Russie et plus de 7 milliards de dollars de matériel militaire ont été anéantis en quelques secondes. Des responsables ukrainiens ont déclaré que plus de 40 avions de guerre russes ont été touchés. Les renseignements américains confirment qu'environ 20 ont été endommagés et 10 détruits. Le raid a détruit ou gravement endommagé plus de 40 bombardiers stratégiques, Tu-95, Tu-160 et Tu-22 Me-3, ainsi qu'un avion de détection avancé A-50, selon les responsables à Kiev. La Russie n'a pu nier les dégâts, des avions ont pris feu, et des aérodromes à Mourmansk et Irkoutsk ont brûlé toute la nuit. Et maintenant, la question qui hante les analystes militaires et les observateurs géopolitiques partout est la suivante. Si le S-400 est si avancé, comment l'Ukraine a-t-elle réussi à détruire des cibles en plein cœur du territoire russe à plusieurs reprises? En fait, la Russie ne se repose pas seulement sur le S-400, elle possède un bouclier multicouche. Le S-500 pour les menaces panexo-atmosphériques, le S-300 pour la défense à moyenne portée, les Buk et Pantyr pour la protection tactique. Pour comprendre la différence de performance du système de défense russe en Inde et en Russie, il faut d'abord saisir son fonctionnement. Désormais, quand on montre l'effondrement du système russe, soi-disant invincible, YouTube a tendance à le cacher. Si vous pensez que cette histoire mérite d'être vue, likez la vidéo et abonnez-vous. Cela nous aide à diffuser cette vidéo et à montrer aux gens la réalité du champ de bataille. Le système de missiles S-400 triomphe, est l'arme la plus sophistiquée et cruciale au cœur du bouclier aérien de la Russie. L'OTAN le nomme le Solaire 21 Growler et c'est l'un des systèmes de défense solaire les plus sophistiqués au monde. En 2017, les experts mondiaux de la défense le jugeaient comme l'un des meilleurs systèmes de défense aérienne jamais créés. Selon le journal d'État russe, Pravda, le coût d'un bataillon complet d'environ 7 à 8 lanceurs est d'environ 200 millions de dollars américains. Mais voici la vérité dérangeante. Tout ce qui a été décrit repose sur la théorie, des tests en laboratoire, des exercices militaires et des démonstrations minutieusement orchestrées. Parce qu'avant 2022, le S-400 n'avait jamais vraiment été confronté à une guerre à grande échelle. Oui, il a été déployé une fois en décembre 2015 durant le conflit syrien. Après qu'un F-16 turc a abattu un Su-24 russe près de la frontière syro-turque, la Russie a rapidement déployé une batterie S-400 sur la base aérienne de Khmeimim en Syrie. Le message était clair, restez hors de l'espace aérien syrien. Cependant, le S-400 n'a jamais été utilisé en réalité. Aucun missile n'a été tiré, même pas une fois. C'était une posture diplomatique pour effrayer l'OTAN et les avions turcs, sans les abattre. Cette stratégie a fonctionné un certain temps. Le monde était impressionné par les critiques élogieuses des magazines de défense. Les gouvernements s'empressaient de passer commande. Mais soyons honnêtes, personne ne savait vraiment de quoi le S-400 était capable dans une vraie guerre. Jusqu'à ce qu'un système soit testé dans le chaos, en temps réel, sous de vrais tirs. Et quand le S-400 a finalement été testé, il n'a pas été à la hauteur du mythe. En 2022, lorsque la Russie a attaqué l'Ukraine, elle a déployé des batteries S-400 pour protéger ses bases aériennes, ses lance-missiles, ses centres de commandement et ses routes d'approvisionnement des deux côtés de la frontière russo-ukrainienne. Au début, le système a fait son travail, et il l'a bien fait. Le 25 février 2022, un jour après le début du conflit majeur, un S-400 aurait abattu un Su-27 ukrainien au-dessus de Kiev. Il semblait que le S-400,
avait enfin fait ses preuves. Mais voici quelque chose que beaucoup ont manqué. Le S-400 n'était pas la seule carte de la Russie. Elle était aussi équipée du système de pointe S-500 Prométhée. Ce système était censé révolutionner la défense aérienne, capable d'abattre des missiles balistiques, de suivre des armes hypersoniques et même d'intercepter des satellites en orbite basse. Des tests d'interception à haute altitude avaient donc déjà été réussis. Et en 2024, le renseignement ukrainien a confirmé le déploiement d'éléments du seul régiment S-500 russe en Crimée pour protéger le pont stratégique de Kerch. Le problème est qu'il n'y a qu'un seul régiment S-500 actif avec environ 4 batteries au total, et il n'est même pas entièrement opérationnel. Le système ne possède pas encore une intégration complète des missiles. Ces intercepteurs antisatellites et hypersoniques restent non testés au combat. Et il reçoit encore des mises à niveau sur le terrain et des correctifs d'urgence en pleine guerre. Même le bouclier russe le plus avancé, le S-500, est essentiellement un prototype, pas un véritable protecteur. Mais ne sous-estimez pas la Russie. Nous avons déjà vu qu'elle dispose d'un réseau de défense aérienne à plusieurs couches. Le S-300, les missiles Buk M2 à moyenne portée, les Tor M1 et M2 conçus pour intercepter les avions volant à basse altitude et les missiles de croisière, ainsi que les systèmes portables à courte portée comme Verba, Igla et Strela. N'oubliez pas, la Russie est la deuxième puissance militaire mondiale. Malgré toute cette puissance de feu, il est illogique que l'Ukraine ait pu résister plus d'un mois. Mais nous y sommes, plus de 3 ans plus tard, plus de 1200 jours après le début de cette guerre. Et non seulement l'Ukraine tient toujours, mais elle frappe la Russie plus fort que jamais. En juin 2025, plus de 250 000 soldats russes sont morts. Près de 950 000 pertes au total, et les pertes en matériel ont été dévastatrices. Depuis janvier 2024 seulement, la Russie a perdu environ 1149 véhicules blindés de combat, 3098 véhicules de combat d'infanterie, 300 unités d'artillerie automotrice et 1865 chars. Et plus remarquable encore, les pertes en matériel de la Russie ont été nettement supérieures à celles de l'Ukraine, avec des ratios de pertes allant de 5 pour 1 à 2 pour 1 en faveur de l'Ukraine. Lors de l'attaque de drones de juin 2025, l'Ukraine a lancé une offensive coordonnée, visant des bases aériennes russes clés. L'Ukraine affirme que plus de 40 avions de chasse russes ont été détruits ou mis hors service en une nuit, malgré le système de défense sophistiqué de la Russie qui n'a pas pu les arrêter. Aucune vague. Alors, comment cela est-il arrivé ? La réponse est simple et brutale. L'essentiel n'est pas le nombre de pièces que vous avez sur l'échiquier, mais de savoir utiliser les bonnes pièces au bon moment. La Russie possède la technologie, mais la vérité dérangeante est que la plupart de ces systèmes n'étaient pas prêts, voire insuffisants. Le S-500 n'a qu'un seul régiment opérationnel. Ses équipages sont en formation et ses variantes de missiles ne sont pas encore intégrées au combat. Le S-300 Buk, Tor, Verba, ce sont des systèmes à courte et moyenne portée pour la défense tactique ou les cibles volant bas, pas pour protéger de larges zones. Le A-135 et l'A-235 Noodle. Ils sont conçus pour la défense contre les missiles nucléaires et la guerre spatiale, pas pour une nuée de drones ou des frappes de précision de High Mobility Artillery Rocket System, c'est-à-dire des systèmes d'artillerie à haute mobilité. Donc en réalité, la Russie a repoussé la plupart des attaques uniquement avec le S-400. Et oui, le S-400 est puissant. Il a été conçu pour tout intercepter, des drones aux avions de chasse et des missiles de croisière aux ogives balistiques. Mais aucun système n'est parfait. Le S-400 est optimisé pour les menaces à longue portée, jusqu'à 400 km, environ 250 miles. Mais il a du mal à faire face aux intrusions à courte portée et à basse altitude, qui volent souvent en dessous de la couverture radar, un domaine dans lequel l'Ukraine excelle. Nous parlons de drones vus à la première personne, ou d'unités kamikazes à vue, à la première personne pilotées manuellement par des opérateurs, de petits quadricoptères volant sous la couverture radar, et de drones rôdeurs rasant le sol, rapides et difficiles à suivre. L'Ukraine a compris les angles morts, et les a exploités avec une précision mortelle. Le manque de défense aérienne à basse altitude, l'absence d'un commandement unifié et de renseignements en temps réel rendent même les systèmes les plus avancés vulnérables. En somme, le S-400 regardait trop loin, alors que le vrai danger était tout près. Avec des drones bon marché, ils ont neutralisé les radars, saturé les capteurs et, pire, révélé les positions du S-400. Une fois ces coordonnées confirmées, des frappes de High Mobility Artillery Rocket System ou de Storm Shadow ont suivi. Sans le soutien à courte portée des systèmes Panzer ou Tor, son bouclier extérieur est devenu vulnérable, et la Russie n'a souvent pas réussi à déployer ses couches de manière cohérente. Mais il ne s'agissait pas seulement de matériel, mais aussi de guerre électronique.
les forces ukrainiennes soutenues par l'OTAN auraient utilisé des systèmes de guerre électroniques avancés pour brouiller ou tromper les radars russes. Même les puissantes unités de suivi S-400 n'arrivaient pas à verrouiller leurs cibles au milieu des attaques de saturation, lorsque des dizaines de drones, de leurres et de brouilleurs frappaient simultanément. Les systèmes S-400 en Crimée et à Kherson ont commencé à tomber. En août et septembre 2023, l'Ukraine a mené des frappes de précision près du cap Tarkut, en Crimée, ciblant des batteries S-400 à l'aide d'essaims de drones et de missiles longue portée. Radars, lanceurs et véhicules de commandement détruits, ce n'était que le début. Vers la mi-2024, des rapports indiquaient qu'environ un quart de tous les systèmes S-400 déployés avaient été détruits ou gravement endommagés. Le 12 juin 2024, 2 unités radars S-400 ont été neutralisées près de Belbek et Sébastopol. Le 2 août 2024, 4 systèmes S-400 complets ont probablement été détruits lors d'une frappe coordonnée en Crimée. Le S-400 est massif, stationnaire et lent à repositionner. Une fois déployé, il devient une cible fixe, surtout sans déplacement constant ou protection par des défenses à courte portée. L'Ukraine a utilisé des images satellites pour surveiller les positions, des drones pour déclencher les radars et des frappes minutées lorsque les systèmes étaient vulnérables pendant le rechargement ou la reprogrammation. Dans au moins 2 cas documentés, des missiles ukrainiens ont frappé des centres de commandement et des lanceurs alors qu'ils étaient hors ligne, causant une perte stratégique à la Russie. En résumé, le S-400 regardait trop loin, alors que le vrai danger était tout près. D'un autre côté, l'Ukraine utilisait le système de défense Patriot pour se protéger des attaques russes. Le système de missiles Patriot est une arme solaire américaine, conçue pour l'interception et les frappes de précision. Il est conçu pour détecter, suivre et détruire de nombreuses menaces, telles que les avions de chasse, les missiles de croisière, balistiques et hypersoniques. Contrairement au S-400 russe, qui crée un large bouclier aérien, le Patriot est conçu pour défendre des cibles spécifiques de grande valeur, comme des villes, des bases aériennes ou des centres de commandement. Cela le rend idéal pour un petit pays tel que l'Ukraine. Grâce aux données de champs de bataille en temps réel, au suivi par satellite et aux renseignements de l'OTAN, le système peut se positionner pour intercepter les menaces dans leur phase finale. Et ça fonctionne. En 2023, les systèmes Patriot utilisés par les États-Unis en Ukraine ont intercepté un missile hypersonique Kinzhal, ce que la Russie pensait impossible à abattre. Et c'est ça la différence. Alors que le S-400 de la Russie a été déployé de façon isolée, laissé exposé, immobile et sans soutien, les Patriots de l'Ukraine fonctionnent dans le cadre d'un réseau coordonné et à plusieurs couches, travaillant main dans la main, avec des systèmes comme NASAM, IRIS-T et même les zones stratégiques FAD. Mais cela n'aurait pas pu réussir si l'Ukraine n'avait pas employé la stratégie parfaite contre la Russie. Car ce qui compte, ce n'est ni le nombre de soldats, ni la quantité d'armes que vous avez. L'essentiel, c'est votre capacité à déployer vos forces, à vous adapter et à faire face à l'imprévu, comme l'Inde l'a démontré contre le Pakistan. En somme, les conflits Inde-Pakistan et Russie-Ukraine sont fondamentalement différents. Des échelles différentes, des durées différentes, des stratégies différentes. L'affrontement entre l'Inde et le Pakistan a été une confrontation intense de 4 jours, pas une guerre à grande échelle. La Russie et l'Ukraine, ils sont engagés dans une guerre brutale qui dure depuis plus de 1200 jours. Sur le terrain, il semble que seules la Russie et l'Ukraine soient impliquées. Mais en coulisses, la situation est bien plus complexe. Ce n'est pas seulement une guerre régionale, mais un champ de bataille par procuration où des forces extérieures soutiennent les deux camps et influencent les résultats dans l'ombre. La Russie ne compte plus seulement sur son industrie de défense. Ses stocks de l'ère soviétique s'amenuisent. Ses chaînes de production sont surchargées. Alors Moscou s'est tourné vers ses alliés officieux. Selon le Conseil des Relations étrangères, l'Iran a fourni à la Russie jusqu'à 3000 drones, principalement le redoutable modèle Shahid 136. La Russie reçoit maintenant des munitions, roquettes et obus d'artillerie de la Corée du Nord, dont des missiles balistiques utilisés dans l'est de l'Ukraine. Et oui, même la Corée du Nord a loué ses soldats à la Russie pour la guerre en Ukraine. Pendant ce temps, la Chine a soutenu la Russie avec des composants technologiques à double usage, des pièces de drones, du renseignement satellitaire et possiblement des composants de qualité militaire pour les systèmes d'armes. Mais même avec le soutien de l'Iran, de la Corée du Nord et de la Chine, la Russie peine toujours, car l'Ukraine est soutenue par l'OTAN et les États-Unis eux-mêmes. Et ce soutien n'est pas symbolique, il est d'une ampleur sans précédent. En mars 2025,
les États-Unis, à eux seuls, ont fourni 66,9 milliards de dollars d'aide militaire depuis 2022 et environ 69,7 milliards de dollars au total depuis le début du conflit en Crimée, en 2014. Cela comprend le financement, l'armement, la logistique, le renseignement et la coordination en temps réel sur le terrain. Les États-Unis ont utilisé le Presidential Drawdown Authority, un pouvoir d'urgence autorisant le transfert d'armes depuis les stocks militaires américains actifs. Depuis août 2021, il a été utilisé 55 fois pour aider l'Ukraine. Cela représente plus de 31,7 milliards de dollars d'équipements, directement issus des réserves du département de la défense des États-Unis, y compris des armes de précision, des drones, des systèmes de défense aérienne et des réseaux de communication. Près de 50 nations alliées et partenaires se sont mobilisées pour aider l'Ukraine, créant ainsi une coalition militaire mondiale sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale. Ensemble, ils ont livré 10 systèmes, multiples launch rocket systems à longue portée, 178 plateformes d'artillerie, plus de 100 000 obus d'artillerie de précision, plus de 250 000 armes anti-chars, 359 chars, 629 véhicules blindés, 8 214 missiles de défense aérienne à courte portée et 88 véhicules aériens sans pilote létaux. Désormais, l'intelligence artificielle est également entrée sur le champ de bataille. Dans une conférence, TED, Alexandre Wong, cofondateur de Scale Intelligence Artificielle, a expliqué comment l'intelligence artificielle a aidé l'Ukraine à contester l'avantage militaire de la Russie, avec une guerre plus intelligente, plutôt qu'avec plus d'armes. La supériorité de l'intelligence artificielle réside dans sa capacité à surpasser et à s'adapter plus rapidement qu'un ennemi, même en infériorité numérique. Avant la guerre, la situation semblait désespérée avec un budget militaire russe dépassant les 65 milliards de dollars. Le budget militaire de l'Ukraine est d'environ 6 milliards de dollars. La Russie compte environ 900 000 soldats, contre seulement 200 000 pour l'Ukraine. La Russie possède plus de 1300 avions contre seulement environ 130 pour l'Ukraine. Mais grâce au ciblage assisté par l'intelligence artificielle aux essaims de drones et au renseignement d'images en temps réel, l'Ukraine a pu rééquilibrer les forces. L'intelligence artificielle a permis d'analyser rapidement les images satellites, localisant les mouvements de troupes russes, les dépôts de ravitaillement et les bases aériennes. Les missiles Javelin ne se contentèrent pas d'atteindre leur cible, ils étaient guidés par des données de reconnaissance pilotées par l'intelligence artificielle transformant chaque soldat en une équipe de frappe de précision. L'Ukraine aurait utilisé des drones à 10 000 $ alliant autonomie, intelligence artificielle et déploiement modulaire. Chaque drone, GOLM, agit comme un vaisseau mère, transportant 2 drones vus à la première personne léger, intégrant le système de pilotage intelligent de la société. Une fois libérés, les vues à la première personne effectuent des frappes de précision tandis que le vaisseau mère retourne pour être réutilisé. Le système de pilotage intelligent utilise des caméras, le télédétection par laser et d'autres capteurs pour le vol autonome, la reconnaissance des cibles et la prise de décision en temps réel, le tout sans Global Positioning System, ni intervention humaine constante. Cela permet des missions comme la recherche et la destruction, des embuscades contre des aéronefs, ou le survol tactique près de cibles de grande valeur. C'est ainsi que les drones ukrainiens ont ciblé avec précision les bombardiers russes, frappant leurs points faibles avec une précision mortelle. La Russie a déployé des systèmes anti-drones comme la série Krasuka, Radon-O, SERP, VS, 6D et le système Stupor pour brouiller et détecter les drones et protéger le S-400. Mais comme les drones ukrainiens étaient très nombreux et soutenus par des entreprises d'intelligence artificielle de défense avancée comme Scale Intelligence Artificielle et Palantir, il est devenu difficile pour les systèmes anti-drones russes de brouiller chaque drone entrant sur leur territoire. Quand des drones ou des missiles russes menacent l'Ukraine, ces entreprises d'intelligence artificielle ont aidé la défense ukrainienne à réagir plus rapidement, avec de meilleurs itinéraires d'interception et une coordination radar plus intelligente. Mais oui, l'Ukraine ne peut toujours pas gagner cette bataille entièrement, car la Russie a une industrie militaire nationale solide, alors que l'Ukraine dépend grandement des armes étrangères. Il y a toujours une limite à l'aide que l'on peut recevoir. De nombreux pays, y compris l'Amérique, soutiennent l'Ukraine, mais plus la guerre s'éternise, plus l'économie de l'Ukraine se détériore. La dette croît et les ressources diminuent. L'Ukraine doit donc employer chaque arme plus stratégiquement. Cependant, l'Ukraine a déjà réussi à épuiser la Russie et à la mettre sur la défensive. Depuis janvier 2024, les gains territoriaux russes ont été tout au plus modestes. Advivka à l'est, une poussée vers l'ouest en direction de Prokhovsk, la prise d'environ 3100 km², environ 500 km², près de Kopiansk au nord-est, et moins de 5000 km² sur l'ensemble du front en plus d'1 an et demi.
En avril 2025, les forces russes avançaient à une moyenne de seulement 6 km² par jour. En mars 2022, lors du conflit initial, la Russie avait capturé 120 000 km² en seulement 5 semaines. Mais l'Ukraine a riposté. En avril 2022, elle avait repris 50 000 km². Et plus tard cette année-là, lors des célèbres contre-offensives de Kharkiv et de Kherson, l'Ukraine a repris 17 000 km² supplémentaires en seulement 11 semaines. Et si vous regardez toute la stratégie de guerre de l'Ukraine, vous comprendrez que l'une des principales raisons de l'échec de la Russie en Ukraine n'était ni la technologie, ni les armes, mais le mauvais renseignement. La prise de décision de Poutine avant l'invasion était presque entièrement descendante. Laissez-moi vous expliquer. Obsédé par le secret, il a limité les consultations à un tout petit cercle restreint de conseillers militaires. Même Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères de la Russie, n'a été informé que le jour du conflit, le 24 février 2022. Les commandants russes en Biélorussie, pour des exercices militaires, ignoraient qu'ils allaient mener une guerre à grande échelle quelques heures plus tard. Le régime de Poutine semblait pacifique en apparence, mais en coulisses, il préparait secrètement une attaque massive surprise. Mais le secret a eu un coût élevé. Il n'y a eu aucune critique sérieuse du plan d'invasion, aucune place pour la dissidence, ni de stratégie de repli en cas de problème. Le plan semblait possible sur le papier, mais il était rempli d'espoirs irréalistes et d'un excès de confiance à tous les niveaux. Et personne n'a posé la question la plus importante. Et si nos hypothèses étaient fausses? Et elles l'étaient. Première hypothèse erronée. L'armée ukrainienne s'effondrerait sous une invasion rapide. Deuxième hypothèse. Kiev tomberait. Les dirigeants seraient capturés ou tués. De plus, la plupart des Ukrainiens accueilleraient la Russie ou resteraient passifs. Quatrièmement, les espions russes en Ukraine auraient facilement contrôlé le nettoyage après la victoire, ce qui ne s'est pas produit. Ironiquement, pendant que Poutine était aveuglé par ses propres services terroristes de renseignement, les services américains savaient tout. Washington a partagé des informations clés avec l'Ukraine et l'OTAN des mois à l'avance. Et bien que certains alliés étaient les sceptiques, l'Ukraine se préparait discrètement à la guerre, stockant des armes, dispersant ses forces et renforçant ses villes. Vladimir Poutine faisait aveuglément confiance au service de renseignement extérieur, le service de renseignement extérieur russe, qui lui a servi un faux récit sur l'invasion de l'Ukraine. Les agents en Ukraine ont promis des défections massives, des foules enthousiastes et une faible résistance. Ce qu'ils ont livré, c'est une nation en feu. Prête à défendre chaque rue, ils ont également mal interprété la réaction du monde. Après l'annexion de la Crimée en 2024, l'Occident avait peu réagi. L'Europe dépendait fortement du gaz russe. Les analystes russes pensaient donc qu'une nouvelle invasion ne susciterait que des protestations symboliques. Encore une erreur. Ce qui a suivi, c'est l'unité de l'OTAN, des sanctions, l'isolement mondial et un afflux d'armes vers l'Ukraine. Le défaut le plus dangereux de Vladimir Poutine. Il ignorait à quel point son armée était en réalité creuse. Pourquoi ? Parce que dans les régimes autoritaires, la vérité remonte à travers des filtres de peur et de corruption. Les généraux vendant du carburant, les commandants détournent des budgets, et les soldats échangent des armes contre de la vodka au marché noir. Quand l'ordre d'envahir est arrivé, de nombreux bataillons russes étaient non seulement en sous-effectif, mais aussi à court de carburant. De l'autre côté, les soldats ukrainiens étaient prêts à défendre leur terre et leur fierté. Une vieille légende du monde antique existe. Ne sous-estime jamais ton ennemi, aussi petit soit-il. Même le plus petit insecte peut tuer un tigre.